Madame Berger. Madame la ministre. Bien, je voulais peut-être commencer par l'audiovisuel public parce que ça a irrigué pas mal de questions et je trouve touchant ce soudain intérêt de certains pour les crédits de l'audiovisuel public, alors que bien souvent les mêmes avaient critiqué et stigmatisé ce même audiovisuel public. La trajectoire qui a été annoncée depuis le début du quinquennat a traduit l'exigence d'une meilleure gestion dans l'audiovisuel public. L'audiovisuel public a d'ailleurs parfaitement répondu par des réformes structurelles qui ont porté leurs fruits. Et ça n'a pas empêché, bien sûr, l'État d'être au rendez-vous dans la crise sanitaire pour apporter des crédits qui ont permis à cet audiovisuel public de surmonter cette crise. Dans le plan de relance, 45 millions d'euros à France Télévisions, 20 millions d'euros à Radio France, 5 millions d'euros à Arte, 2 millions d'euros à l'INA, 1,5 million d'euros à TV5 Monde et 0,5 million d'euros à France Média Monde. Donc nous avons parfaitement rempli notre contrat. Je dis à propos, une intervention générale, j'ai trouvé le silence assourdissant sur les déclarations ahurissantes de Mme Marine Le Pen prévoyant la privatisation de l'audiovisuel public. Tout ça ayant... J'ai peut-être été la seule à monter au créneau pour juger ces propos totalement inconvenants. Et par ailleurs, les propos de certains, candidats ou non candidats à la présidence de la République, critiquant l'audiovisuel public qui serait un repère de gauchistes véritablement indigne de participer au débat public. Voilà, eh bien, je ne sais pas, ce sera intéressant d'entendre les uns et les autres sur ce sujet. Bien, en tout cas, les réformes structurelles ont donc porté leurs fruits. Nous sommes évidemment aux côtés d'un audiovisuel public de qualité qui remplit avec les crédits importants que nous leur allouons à travers la CAP, qui remplit parfaitement ses missions et dont je suis un défenseur acharné. Bon, ces propos liminaires étant fait, c'est la même chose, ça me fait du bien là, de dire ça au départ. Je vais répondre précisément aux questions qui m'ont été posées, d'abord à la rapporteure, Céline Calvez, parler de la fusion des aides à la presse. C'est une question qui est tout à fait légitime, Madame la rapporteure. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait une aide à la presse, il n'y a pas que dans la presse que c'est le cas, une aide est faite pour répondre à un besoin conjoncturelle, une difficulté, et elle l'est en l'empilant avec celle existante. Alors, la question d'une refonte complète de ces aides à la presse pour mettre fin à cet empilement se pose depuis plusieurs années. Il faut bien reconnaître que c'est une réforme qui a des implications budgétaires, juridiques et économiques tout à fait considérables et qu'on ne peut l'envisager sur le moyen terme. Alors, il y a d'ailleurs eu des propositions en ce domaine. Votre commission s'en est saisie il y a quelques mois avec le rapport qui a été fait par Géraldine Magnier et Virginie Duby-Muller. C'est un vaste chantier. Ça me fait penser un peu à la fameuse fusion des minima sociaux. Tout le monde en parle et quand on met la chose sur l'établi, on se rend compte que c'est absolument insoluble. C'est un petit peu la même chose. Alors, vous avez parlé également du crédit d'impôt abonnement presse. Il a été effectivement adopté en juillet 2020. Il est effectif depuis sa validation. On a eu la Commission européenne qui a considérablement ralenti. C'est une mesure tout à fait essentielle et compte tenu de la validation tardive du dispositif par la dite Commission européenne, le gouvernement a décidé de prolonger le crédit d'impôt d'une année supplémentaire. Mais évidemment, encore faut-il que les entreprises s'en emparent. Et lors du dîner de l'humanité, notamment, je les ai incités à en faire la plus large promotion auprès des lecteurs et des bénéficiaires potentiels. L'aide au pluralisme des SPEL n'a pas été intégrée dans les autres aides au pluralisme car elle a une base spécifique
qui n'est pas celle des autres aides qui s'adressent à la presse papier principalement. On va intégrer les tirages numériques dans les aides au pluralisme en 2022. Ça sera la première pierre d'une refonte et d'une intégration de l'aide au SPEL dans l'architecture générale des aides au pluralisme. Vous n'avez pas été la seule à m'interroger sur le projet revenu pour la BNF. Alors, 80 dossiers ont été déposés par diverses collectivités territoriales dans le cadre de ce projet d'implantation. La BNF a déjà procédé à plusieurs sélections, s'est rendue sur plusieurs sites pour des visites et une instruction approfondie des dossiers. Le nom du lieu et du projet retenu doit être fait prochainement. Je rappelle que c'est une décision de la BNF. Ce n'est pas le gouvernement qui choisit le site de cette implantation. C'est un outil de travail pour la BNF qui correspond à une démarche de gestion de la BNF. Bon, ceci est bien posé, donc je ne vais certainement pas vous dire à la place de Madame Angèle la décision qui est prise et qui sera prise, plus exactement. Alors, la réforme du transport postal de la presse, là il y a eu plusieurs questions sur ce sujet. Et on a rappelé la mission qui a été confiée à Emmanuel Gianesini, qui a proposé un scénario ambitieux fondé sur 2 objectifs: la réduction des volumes de presse chaude qui sont encore postés en les transférant vers le portage, ainsi que la stabilisation des tarifs postaux. Bon, on a décidé de mettre cette réforme, qui, je le reconnais, est ambitieuse, sur la période 22-26. Elle rentrera en vigueur au 1er janvier 2022. Là encore, on attend l'avis de la Commission européenne, puisque cette décision doit lui être modifiée. Et on a redit les chiffres, je les ai indiqués. Pour la question, Céline Calvez toujours, OGC et CNM, les OGC sont déjà embarqués dans CNM. Hein. Je reprends votre expression, Madame la députée. Ils ont 5 sièges au conseil d'administration. Je rappelle, c'est la SACEM, l'ADAMI, CEP, SPPF, SPEDIDAM. Nous avons conclu une convention avec les OGC pour prévoir une reprise de leurs contributions. Donc là, c'est bien clair. La maison du dessin de presse, question de Marie-Ange Magne. Le président de la République a annoncé lors de ses vœux à la presse la création d'une maison dédiée au dessin de presse, au dessin satirique. Alors, une première réflexion a été conduite par M. Monadé, qui a été mandaté en 2020 et qui a rendu son rapport fin octobre 2020. Il faut reconnaître que cette réflexion contenait, là je vais essayer d'être poli, quelques lacunes, et il fallait la compléter. La lacune, c'était déjà que les questions de sécurité d'un tel établissement n'avaient absolument pas été évaluées dans le rapport. C'est quand même dommage, parce qu'on peut penser qu'une réforme, qu'une maison de la caricature et du dessin de presse peut susciter quelques malveillances et constitue une cible tout à fait, comment dirais-je, enfin, je ne veux pas donner des mauvaises idées aux malfaisants qui rôdent. Alors, il y a 2 sites potentiels qui ont été privilégiés. Une école qui est située à Paris, dans le 6e, et qui a vraiment la faveur de Maryse Wolinski. Mais il faut reconnaître que l'engagement des collectivités territoriales est maigre, pour ne pas dire, et ensuite d'une localisation à Paris. Et il y a un bâtiment industriel à Limoges, à proximité du festival de Saint-Just-Martel, qui bénéficie, alors lui, d'un fort engagement de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'appui de nombreux dessinateurs de presse, et je sais que beaucoup de députés ici sont très attachés à ce choix. Alors, ce choix devra intervenir prochainement. Il doit conjuguer l'attractivité culturelle et touristique de la ville d'accueil, la qualité du partenariat avec les collectivités territoriales, et puis les conditions garantissant la sécurité du site. Tout à fait primordial, sécurité du site et des utilisateurs du site, que ce soit les agents ou les visiteurs. Mais pour montrer notre intérêt, notre détermination,
vous avez vu qu'au programme 334, nous avons réservé une dotation de 2 millions d'euros pour cette maison du dessin de presse. Alors, c'est à la fois Céline Calvez et Marie-Ange Magne qui m'ont interrogé sur la taxe sur le streaming. Un petit rappel, le financement du CNM reposait initialement sur une combinaison simple, taxe affectée sur les billetteries de spectacle, contribution des organismes de gestion collective de la filière et un complément budgétaire de l'État qui s'est renforcé progressivement sur 3 ans. Alors évidemment, on a constaté l'effondrement des recettes de l'établissement avec l'arrêt des spectacles et ça a révélé la fragilité de la maquette de financement. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a reporté durablement la contribution des organismes de gestion collective au financement du CNM. Alors, évidemment, dans cette conjoncture, il fallait explorer toutes les solutions qui permettraient de créer une plus grande symétrie entre les acteurs du spectacle et ceux de la musique enregistrée. L'une d'entre elles serait la taxation des ventes de musique, notamment par abonnement, par parallélisme des formes avec la taxe sur les recettes de billetterie. Cette proposition aurait l'avantage de permettre, comme dans le spectacle, une taxation de la filière par et pour elle-même, mais il faut reconnaître que cette solution pourrait déstabiliser le secteur de la musique enregistrée, qui a traversé une crise sévère, au cours de laquelle sa valeur s'est effondrée de 65%, et qui n'a renoué avec la croissance que récemment, précisément grâce au streaming par abonnement. De plus, cette solution soulève de lourdes interrogations juridiques, notamment sur notre capacité à taxer des acteurs numériques, notamment évidemment les acteurs internationaux dans le secteur de la musique, pour la part de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Alors, il est trop tôt pour se positionner en faveur d'une piste, mais il s'agira de retenir la solution la plus juste, la plus protectrice pour ceux qui bénéficient aujourd'hui des revenus du streaming. Alors, vous m'avez demandé, et c'est une question récurrente, si la question de l'évaluation ex post des dispositifs mis en place. Bon. Je ne nie pas qu'il y a pu y avoir quelques trous dans la raquette et quelques indélicats qui aient pu profiter de tel ou tel dispositif. Mais nous avions le choix. Soit bâtir des machines technocratiques avec des formulaires, des justificatifs, et puis avoir une certaine souplesse dans les dispositifs et une très grande rapidité d'intervention, parce qu'il y avait des gens qui étaient en train, pardon de la vulgarité de l'expression, qui étaient en train de crever. Et il fallait agir vite, avec le maximum de souplesse et le minimum de démarches technocratiques. Et je crois que nous avons bien réussi. Nous avons accepté dès le départ, mais finalement, c'est assez faible, qu'il y ait eu peut-être ici ou là un peu de coulage. Mais nous sommes d'ailleurs ex post à regarder tout ça et à récupérer éventuellement des sommes indûment perçues. Je crois qu'il faut se féliciter. On a suffisamment critiqué le côté technocratique, paperassier de l'État pour se dire qu'on a sauvé bien des acteurs de la culture de cette façon. Moi, je trouve que ça valait le coup, peut-être de façon marginale, d'avoir ces petits coulages qui ne mettent absolument pas en cause l'intégrité du dispositif. Je reviens aux indépendants et groupes de presse. 50% du total des aides bénéficient à des entités spécialisées dans la presse et 50% à des entités incluses dans des ensembles plus vastes. Pour protéger le pluralisme, l'objectif du législateur est d'éviter la constitution de groupes transmédia dominants sans pour autant empêcher un actionnaire possédant des activités hors presse d'investir dans la presse. C'est la primauté du principe d'égalité, aide au titre d'information politique et générale, sans considération de leur ligne politique ou de leur actionnariat. Et il est inexact
de considérer que les aides à la presse sont captées par les grands groupes industriels. Certaines aides sont plafonnées par groupe et dans certains cas sont réservées aux structures indépendantes des groupes. Il y a une exigence accrue s'agissant des grands groupes. Le dispositif des conventions cadres, en cours de finalisation avec les groupes ayant touché plus d'1 million d'aides en moyenne par an sur 3 ans, conditionne les aides à la presse à des bonnes pratiques, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale. 23 conventions cadres déjà signées sur 38 éditeurs ayant vocation à entrer dans le dispositif. On a parlé des bibliothèques, Béatrice Descamps. En 2022, il y aura la mise en œuvre de la directive accessibilité pour les livres numériques qui vont devoir être mis à des formats accessibles aux personnes handicapées. Nous avons travaillé avec les éditeurs qui seront prêts. Pour les livres classiques, il faut adapter les maquettes dans le cadre de l'exception handicap du droit d'auteur. Nous lançons un service de portail pour commander les livres et les adapter plus rapidement. Mais c'est un sujet auquel je suis très attaché, que l'accessibilité à la lecture des personnes handicapées. Gaël Boeck, sur l'égalité homme-femme, la question du budget genré. Cette égalité homme-femme-homme est une priorité du ministère avec une feuille de route annuelle. Il nous faut améliorer l'égalité professionnelle dans tous les secteurs, favoriser un égal accès au financement, encourager la visibilité des artistes et des créatrices, lutter contre les violences sexuelles et sexistes, et en même temps, c'est toujours le débat délicat, il faut préserver la liberté de création, la liberté de programmation. Plutôt que des budgets genrés, le ministère promeut la parité dans les commissions d'attribution des aides. C'est le cas au CNC, au CNL, au CNAP, qu'est-ce qui s'y est également engagé? Le CNM, oui, pardon. Mais heureusement que le président est là pour aider. Ça marche. 43% de femmes parmi les bénéficiaires des aides aux auteurs et traducteurs au CNL, 41% de femmes parmi les lauréats de l'avance sur recette du CNC. Donc les choses avancent, elles avancent bien. Alors, je crois avoir répondu à peu près à tout. Absolument. Et donc... On peut aller se coucher, c'est ça? Vous, oui. Vous, oui, Madame la Ministre. Oui. Nous, non. Ah, bah tant pis pour vous. Oui, ben ça, je m'en doute. Ça veut dire que vous me foutez à la porte. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, Ah Madame non, la Ministre. non. Merci. Comment ça, vous me refusez? Oui, c'est ça. Ah bah, je saurais m'en souvenir. Bien, voilà, bonsoir à tous, merci. Bonsoir, et rendez-vous le 6 novembre. Oui, et puis s'il faut des compléments, je le rappelle, mes services sont à votre disposition. Tout cela est transparent. J'ai été parfois un peu rapide dans mes réponses, mais pour préparer vos interventions, vous pouvez tout à fait, évidemment, faire appel à eux et à elles. Bonsoir à tous. Petit papier, hein, Madame la Ministre. Ah oui, d'accord, oui, je ne vais pas les oublier, non. Oui, transmettre à vos conseillers parlementaires. Oui, je vais transmettre à mes conseillers parlementaires.